Rapidement, je vais juste rappeler que le programme Connect Tennis c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, le thème d'aujourd'hui, il va porter sur l'agriculture. Quels sont les enjeux économiques? Beaucoup plus parce que c'est un thème tellement vaste et si on n'essaye pas de cadrer un peu, on peut passer toute la nuit ici. Donc, on va s'attarder beaucoup plus sur le volet économique de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture Yeah, biologique. Alors, yeah. le programme sera un peu différent. Le format de la présentation va être un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Aujourd'hui, nous avons avec nous deux personnes qui font dans les différents types d'agriculture que j'ai cités. Il s'agit de Martin Prince et de Joe Poirier. Joe, lui, il est beaucoup plus, il s'attelle beaucoup plus sur l'agriculture biologique et Martin Prince, lui, fait dans l'agriculture conventionnelle. Alors, je vais pour qu'on évolue ensemble, je vais essayer de poser, je vais poser des questions et puis ensemble, on va débattre. Vous allez, s'il y a des questions pendant les présentations des uns et des autres, n'hésitez surtout pas. C'est ouvert et puis c'est comme on a dit, une discussion, un échange. Nous sommes d'accord? OK, Oui, merci. Alors, on va d'abord, je vais commencer par laisser le soin à, je sais que tout le monde le connaît, mais Martin, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, Joe? Vous avez la parole. Très bien. Alors, bonjour. Moi, c'est Martin Prince. Je suis un agriculteur à l'ouest des Battlefords en Saskatchewan, le long de la rivière Nord-Saskatchewan, aussi le long de l'autoroute numéro 16, la tête jaune, la Yellowhead. Et puis, si jamais vous passez par ici, faites un petit détour, là, arrêtez-vous. On aimerait vous visiter puis vous faire visiter vraiment D'accord. ce qu'on fait ici à la ferme. Merci beaucoup, Joe. Martin. Alors, Joe? oui, Joe Poirier de Bellegarde, un petit coin du paradis. Puis on demeure à 26 000 des États-Unis et puis à peu près 6 000 du Manitoba. Alors, c'est vraiment tranquille ici. Et puis, par l'expérience de mes parents, puis tout ça, les 30 là, quand c'était sec, c'est bien rare que mon père me dit toujours, il y a toujours eu assez pour continuer les animaux, puis pour continuer à faire la ferme. Ah, ben ça, c'est bien. Super. Alors, je voudrais commencer d'entrée de jeu par vous demander, hein, comment est-ce que, bon, rendu à ce stade, par exemple, de l'année, je peux dire que nous sommes en train de préparer le début de notre saison agricole. Alors, comment est-ce que vous décidez, par exemple, du coût qui va être investi, sachant que Dame Nature, elle peut être pas contente du tout et après, on n'arrive pas à rentrer dans les fonds et puis on n'arrive pas à se faire des bénéfices, quoi. Comment est-ce que vous décidez des coûts que vous mettez en place dès le démarrage? Je vous laisse la parole à Martin, Edouard et puis je vais dire Joe. Pardon, oui. Joe, tu peux prendre la parole si ça OK, te convient. Yeah, je peux commencer. C'est yeah. pas une affaire qu'on décide à tous les ans. Il faut que ça s'est fait de job prêté. Vu qu'on est fermé tout le temps, ben, on peut déjà décider pendant qu'on fait nos semences de cette année-là, on a des terres on peut semer ça cette année. Puis là, l'année prochaine, ben, on ne sème pas tout le temps la même sorte de grain. Des fois, on sème de l'avoine, on sème des pois, puis des fois, on sème juste du couvert vert, là, comme il dit. Parce que nous autres, on ne peut pas mettre trop. Ça commence à rentrer de plus en plus, les fertilisants. Ils acceptent d'autres qui ne sont pas si mauvais que les autres. Alors, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais c'est comme ça. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Ouais, puis, ça fonctionne bien. Et puis, à part de ça, il faut regarder pour le marketing, pour que le prix, pour qu'il s'en vienne à l'automne, où on peut faire des contrats. C'est une manière, parce que nous autres, on a essayé des pois, on a essayé du lin, on a essayé du blé, on a essayé de l'avoine. Puis dans nos terres, on dirait que c'est moins dur sur nos terres
c'est l'avoine. Comme l'année passée, on avait 1000 acres d'avoine. On a eu assez d'humidité. Et puis l'année d'avant, ben, ça a été une demi-récolte parce qu'on a manqué d'humidité. Alors, c'est comme ça, on travaille, il faut des assurances. On a des assurances récolte tout le temps. On a des assurances pour la grille parce que, tu sais, il faut écouter ce que la nature va nous emmener. Tout à fait. Ah, Alors, la super. question au début, c'est de savoir comment est-ce qu'on décide combien est-ce qu'on va investir et comment est-ce qu'on va investir. Alors, les décisions ne sont pas prises, bon, une journée, puis là, c'est fini. Ce que j'aimerais prendre un recul, même avant le printemps, alors l'automne dernier, au mois de septembre et octobre, lorsque j'étais dans la moissonneuse, je prenais déjà des décisions pour l'année en cours. Alors, et en ce moment, j'ai déjà pris des décisions pour l'année prochaine, 2024. Je sais à peu près sur quel champ je vais avoir quelle récolte. J'ai une rotation de 5 ans. Alors, dans ma première année sur une parcelle de terre, disons un quart de terre, je vais mettre de l'avoine. Normalement, c'est de l'avoine pour la consommation humaine. En anglais, c'est des milling oats. Ensuite, la deuxième année, ça va être du blé. Ça peut être du blé d'hiver, ça peut être du blé de printemps. Par la suite, on va y mettre des pois ou du soja, le soybeans en anglais. Par la suite, on va mettre du lin. Et la cinquième année, on va mettre du canola. Alors, j'ai une rotation sur 5 ans. Parfois, je dois en éliminer un. Puis si j'en élimine un, c'est à cause du marché. Mais la majorité du temps, les 5 sont là. Et puis, cette année, disons, il y a un marché qui va être diminué. Mon lin, je vais en diminuer cette année. Je vais en mettre, mais je vais ensemencer seulement 320 acres au lieu de ma moyenne de 640. Pourquoi? Parce que le marché du lin est très pauvre dans le moment et même je vais en avoir que je vais emmagasiner, je vais entreposer pendant plus qu'une année. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais en produire moins cette année. Je vais déjà en avoir d'entreposer. Pourquoi aller en produire encore plus? Tout à fait. Alors, ces décisions-là sont prises longtemps d'avance. Ensuite, ces décisions-là sont prises parce que c'est ce qu'il y a de mieux agronomiquement pour nos terres. Parce que la terre, là, c'est notre outil, notre bien-être la plus grande valeur. Si on n'en prend pas bien soin, ni pour cette année, ni pour l'an prochain, ni pour nos générations futures, on se tire dans le pied tout le temps. Alors, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour prendre de bonnes décisions pour maintenir et se soutenir à long terme. Alors, c'est la raison pour laquelle on a nos rotations. Et puis ensuite, vient la question, bien, comment est-ce qu'on va faire ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on va ensemencer? Quand est-ce qu'on va ensemencer? Avec quoi est-ce qu'on va alimenter cette croissance-là? Parce qu'une plante ne peut pas vivre de simplement le soleil et de la pluie. La plante a aussi besoin de nourriture. Et comme Joe a mentionné, il y a différents moyens d'aller alimenter cette plante-là. Il y a différentes façons de le faire. Nous, en tant que gestionnaire, on va décider de minimiser les risques en y apportant un peu de nourriture au début. Ensuite, on va voir qu'est-ce que Mère Nature va nous amener au mois de mai. Normalement, au mois de juin, c'est là où on a la plus grande majorité de nos pluies, de notre humidité. Alors, est-ce que Mère Nature, elle est très avarice ou est-ce que la Mère Nature, cette année-là, elle est très... elle est bénévole. Elle nous en donne beaucoup d'humidité. Et puis, là, par la suite, on doit décider, bon, si la plante veut vraiment se mettre à produire, à grandir, la croissance est forte, très bien, mais elle va avoir besoin de manger. Alors là, on va tenter de l'alimenter un tout petit peu à fur et à mesure. Et là, je vais mentionner la fameuse technologie qui rentre en compte parce que l'automne d'avant, parce qu'à chaque année, l'automne, on fait sonder le terrain. Il y a des sondes par GPS. Ils vont aller prendre des carottes, là, mais vraiment, c'est des échantillons de sol. On va faire une analyse au laboratoire de ces échantillons-là. On va nous dire, OK, monsieur l'agriculteur, vous avez différentes zones dans votre champ. Vous avez des zones 2, des zones 4, des zones 7, des zones 1. Puis comme la machine va rentrer dans zone 2, on va changer légèrement l'apport de nutriments qu'on va y mettre. On va rentrer dans la zone 5. On va y rajouter un tout petit peu plus parce que cette zone-là,
elle est en soi déficiente ou elle est dans une capacité de produire un peu plus. Alors, on va l'alimenter un peu plus. Ensuite, là, on va rentrer dans zone 3. Alors, on va diminuer encore. Alors, c'est le GPS avec une map un peu comme d'un satellite, là, qui va déterminer là où est-ce qu'on va en rajouter un peu ou en diminuer pour produire à l'optimum d'efficience. Parce qu'on ne veut pas gaspiller. Essentiellement, c'est ça qu'on tente de faire, c'est de diminuer le gaspillage. Puis ça, c'est important à mentionner parce que par le passé, puis ça, c'est très vrai, il y avait de l'agriculture conventionnelle. Même encore aujourd'hui, il y en a que il faut faire attention. Là. Je ne fais pas comme Joe. Je m'empêche de regarder par-dessus la culture, voir ce que mon voisin fait, parce que ça risque de causer des conflits avec les voisins. Alors, moi, je ne fais pas ça. Par contre, je m'occupe de mes petits moutons à moi, et puis ce qui se passe dans mes champs, je tente de faire de mon mieux possible pour amener ce que mes plantes, mes cultures ont besoin sans gaspiller. Et puis, c'est là où on trouve finalement l'efficience à un moment donné. On produit mieux en maintenant un investissement qui est juste. Et puis, cette décision-là d'amener des apports d'engrais ou de fertilisants, c'est pas juste une fois que ça va arriver. C'est à chaque fois qu'il y a un nuage de pluie qui s'en vient, là. Et puis, ça peut être à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines. On va retourner, on va y voir, oh, est-ce qu'on peut l'alimenter un tout petit peu plus? Oui, non, non, OK, on ne le fait pas. J'ai des sondes dans les sols, dans les terres, jusqu'à 1,20 m de profondeur qui me disent où est l'humidité dans le sol, comment rapidement les racines vont extraire cette humidité-là qui sont dans les sols, quelle est la température aux différents, à chaque 10 cm dans le sol. Alors, tout avec les satellites, bien sûr, qui passent autour de la Terre, qui nous donnent les sondes infrarouges là, qui prennent une image de mes champs pour dire, ah, il y a peut-être un ennui là, monsieur Prince. Allez voir parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis d'autres fois, c'est, hey, monsieur Prince, votre croissance est phénoménale, une année fantastique. Peut-être réévaluer le montant de nourriture qui est disponible parce que la plante va peut-être être en besoin à un moment donné. Alors, on se sert de toutes ces différentes variables-là pour prendre de meilleures décisions d'année en année. Ouais, ça, c'est super. Et quand le fait de varier les cultures comme tu le fais là, c'est-à-dire programmer cette année, je mets telle culture, telle autre, est-ce que ça a, je veux dire quoi, c'est uniquement lié au fait que dans ton entrepôt, tu as encore suffisamment de quantité, alors tu réduis un tout petit peu ou bien il y a... C'est une bonne question. Vraiment, c'est dû aux études scientifiques universitaires qui ont découvert que si on met du canola et on le suit avec du lin, il y a une décroissance de production du lin dans la deuxième année. Mais si on fait l'inverse, si on met le lin avant le canola, là, le canola va bénéficier on appelle ça mycorrhiza. C'est vraiment les relations bactériennes et biologiques entre les racines d'une plante pour ce qui va suivre pour la prochaine. C'est la même raison pour laquelle on met de l'avoine avant le blé. Il y a une synergie, on pourrait dire, en mettant ces deux cultures-là côte à côte. Ensuite, la même chose avec le blé et les pois ou ben, les lentilles ou le soja, n'importe quel légumineux. Il y a une synergie de les faire suivre l'un après l'autre. Alors, j'ai étudié ce que les universités, surtout, ben, moi, ça vient surtout de l'Université du Manitoba, ce qu'ils ont trouvé comme bénéfice d'une année à l'autre en mettant les cultures, en les agençant une après l'autre. J'ai trouvé l'optimum d'après moi, d'après ce que je pouvais évaluer, pour ma région, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre de maïs ici. Là, il y avait aussi de maïs dans l'évaluation. Mais dans ma région climatique, dans ma région pour la qualité de nos sols, ça, c'était ce que je trouvais comme bénéfique à long terme. Et puis, 10 ans ou 20 ans d'ici, avec de nouvelles études, que ce soit de la part d'Agriculture Canada, que ce soit de la part des universités, ou même que ce soit de la part d'entreprises privées, on pourrait peut-être légèrement changer cette rotation-là que j'ai. Mais c'est
c'est pas, non, ça n'a rien à faire avec l'entreposage qu'on a pour les cultures après. Ça a un tout petit peu à faire avec les marchés, ce qu'on nous encourage d'ensemencer. Mais le plus grand, c'est l'agronomie, comme j'ai dit mentionné au début, c'est la question qu'est-ce qui est le mieux pour les sols, qu'est-ce qui est le mieux pour les cultures elles-mêmes. Ok, super. Et Joe, est-ce que dans le cadre de l'agriculture bio, on fait aussi cet agencement, on a aussi à faire cet agencement de culture pour faire profiter des productions d'une plante à une autre, ainsi de suite. Est-ce que c'est le même principe? Ben, c'est le même principe, mais c'est pas si défini que ce Martin dit, là. Parce que lui, il va vieillir pas mal plus vite que moi, je pense. Parce que tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il compte, j'ai rien contre ça. Parce que, je veux dire, il est plus jeune et puis et je suis certain qu'il y a pas mal plus de temps. Mais moi, j'ai deux autres gars qui font la ferme, chacun leur ferme. Et puis, ils voyaient les résultats qu'on a. Puis, les autres aussi, là, maintenant, ils vont faire tout bio. Et puis, le gros problème, nous autres, ben, c'est comme n'importe qui. Il faut de l'eau, il faut de la bonne température, puis pas de grille. Mais c'est la fait pour le marchandage, là, pour faire les contrats. Moi, pour les trois, là, ici, je me tiens en avant pour. Je connais beaucoup de monde qui achète beaucoup de grains de bio. Alors, j'essaie d'avoir les prix pour l'automne qui s'en vient. Et puis, bien des fois, surtout comme dans l'avoine, surtout l'année passée, on avait à peu près 2 à 3 fois le prix que l'avoine conventionnelle. Mais ce n'est pas tout le temps pareil. L'année d'avant, on avait une demi-sécheresse ici, alors on n'avait pas le rendement de 100 minots à l'heure. Tu sais, ça a descendu à 35, 40, mais le prix, il double à cause de la demande du grain qui est bio. Et puis, beaucoup que le monde qui sont allergiques à des, comment est-ce qu'il y avait le gluten, là. Et puis, on pousse de l'avoine qui est gluten-free. Alors, les personnes qui sont malades quand qui mangent de ça, bien là, on produit, excusez, on produit du grain qui n'ont pas ça. Alors, dans ce temps-là, on peut avoir des meilleurs marchés. Il y en a qui vont aux États-Unis, mais on essaie à tenir ici parce qu'on n'est pas grillé pour charroyer. Alors, tout le monde qui achète, ils savent, il faut qu'ils ramassent à la gainerie chez nous. Je devrais qualifier deux choses parce que Joe, il a raison. Il a mentionné la première chose, c'est le gluten. Le fameux gluten, c'est vraiment un résidu de blé. Alors, des graines de blé ou d'orge dans l'avoine qui seraient indigestibles par certaines personnes qui auraient des maladies telles, comment est-ce qu'on dit ça en français? Cœliaque, oui, c'est ça. Yeah. Et puis, vis-à-vis les prix, le fameux prix pour l'avoine, parce que Joe et moi, on peut se parler un peu des prix d'avoine. Oui, il a raison. L'an dernier, les prix ont chuté, c'est-à-dire ils ont beaucoup diminué vis-à-vis les prix qu'on nous offrait en 2021, qui avaient doublé dû à la sécheresse. Alors, normalement, la proportion quand les prix de bio augmentent, les prix en conventionnel vont augmenter aussi. Les proportions sont relativement stables. Et puis, on pourrait évaluer aussi la proportion des rendements. Lorsque Joe il réussit bien, normalement, nous autres, on réussit bien. Lorsqu'il y a des difficultés, nous autres aussi, normalement, on a des difficultés. Même s'il y a plusieurs kilomètres, 800 kilomètres ou plus de distance entre nous deux, on peut quand même dire que ça se compare quand même vis-à-vis en moyenne, il y a peut-être 2 ou 3 pouces d'eau de différence d'une année à l'autre entre nous, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Non, c'est pas énorme ici, parce que 8 à 10 pouces d'eau par année. Et puis, je pense que vous en avez normalement un tout petit peu plus chez vous, mais sur les moyennes de 10-15 ans, ça, c'est à peu près ça. Oui, c'est pas mal. La seule affaire, nous autres, on dirait qu'on est dans. Vu qu'on a. Maintenant, ils ont bâti un lac proche de chez nous, on a plus de grêle maintenant, à cause de l'humidité qui vient du lac.
Alors, il faut qu'on fasse attention, qu'on est bien assuré pour la grille. OK. Bon, mais est-ce que les coûts, il y a une homologation ou alors une harmonisation des coûts du grain ou alors c'est chaque producteur qui décide en fonction de si sa production n'était pas bonne, alors il décide de vendre un peu plus cher pour essayer de rentrer un tout petit peu dans ses fonds ou alors est-ce qu'il y a des prix standards? Comment ça se fait? Comment est-ce que vous suivez le coût du grain? Alors, pour ce qui est des prix, les prix c'est les prix mondiaux qu'on nous offre. OK. Un prix mondial, ensuite, il y a une marge qui est mise de côté, on appelle ça le basis, mais la marge qui est mise de côté pour le transport jusqu'au port de mer, pour la transformation, s'il y en a, disons, il faut qu'il enlève des impuretés, on appelle ça cribler du blé, du grain. Cribler, c'est d'enlever certaines impuretés, la poussière, des graines de mauvaises herbes, d'autres choses. Alors, Et sauterelles aussi. des sauterelles, oui, c'est ça, des bébêtes. Alors, il y a quand même le prix mondial qu'on nous offre. Essentiellement, il faut se mettre de l'autre côté de la table de marchandage, là, du bureau, puis il faut se mettre en tête qu'un acheteur veut acheter au prix le plus bas possible. Parce que lui, l'acheteur veut rentabiliser autant que possible son marché. Right? Tout à fait. Alors, s'il y a un acheteur qui nous arrive du Maroc, il y a un acheteur qui nous arrive du Japon, puis un acheteur qui nous arrive de l'Égypte. Très bien. On va marchander un peu avec eux, puis ils vont se dire, bon, ben moi, ça va me coûter tant d'argent pour faire transporter le grain du port de mer jusque chez eux. Et ensuite, ils vont dire, OK, je dois être en compétition avec ces deux autres-là. Bien, plus souvent, il y en a plus que deux, là, mais en tout cas, il faut que je sois en compétition avec ceux-là. Alors, ils vont offrir juste ce que ça prend pour avoir le contrat dont ils ont besoin et jamais plus. Puis moi, nous, les agriculteurs, on accepte les prix. On ne fixe pas les prix. On n'a jamais été capable de fixer les prix. Il est très, très, très difficile de dire, ma production de blé ou ma production de lin est tellement différente de la production de lin au Kazakhstan puis la production de blé en Russie. Moi, je vais fixer mon prix à 10 du minot. Bonne chance. Tandis que le monde entier, eux, sont à 7 ou 8 Ça ne fonctionnerait pas. Il n'y a personne qui achèterait de mon blé. Alors, ça a toujours été comme ça. Les agriculteurs, on vérifie ce qu'il y a dans le marché. Et à un moment donné, on se dit, bon, bien, les factures, il commence à en avoir plusieurs là, sur le bureau. Il faudrait en payer quelques-uns. Allons-y, on va aller vendre tant de tonnes de blé pour payer les factures. Puis, on prend le prix qui nous est offert. C'est un peu simplifié. J'exagère un tout petit peu aussi, mais on n'a jamais été capable d'établir un prix puis dire j'aimerais avoir 4 de marge au-delà de mes coûts de production une année après l'autre, après l'autre, après l'autre, et de garantir une production, ça ne se fait pas dans notre industrie, dans notre métier. Et c'est pareil dans l'agriculture bio, Joe? Ah oui, c'est pas mal la même chose. C'est ça, la fait, notre marché n'est pas si gros, mais ça commence à monter de plus en plus. Et puis, on ne va pas international, on va plutôt, nous autres, on peut aller de Vancouver à Montréal avec du grain bio, parce que c'est tout, c'est fini. Même beaucoup sont finis au Manitoba, en Saskatchewan, puis en Alberta. Ils font leurs produits, puis c'est fini pour l'humain, pour manger. Et puis les résidus, mettons le criblage, comme tu dis, bien là, ça s'en va pour les animaux. Mais ça reste ici, ça ne va pas mondial, bien, bien. On a envoyé aux États-Unis pour 3-4 années, mais c'est toujours le paiement de payer pour notre produit. Et puis, si tu envoies ça, puis ils te payent dans un mois, là, il y a bien des compagnies qui font faillite, puis si tu n'es pas payé, bien, pauvre monsieur, tu t'en vas à la maison avec rien. Alors, nous autres, comme on est là, ils ramassent ça, mettons, le mercredi, jeudi. Vendredi, j'ai le chèque ici. Antler, Pioneer International. Alors, Richardson Pioneer International. Alors, moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai envoyé du grain certainement aux États-Unis, une compagnie à New York,
une compagnie c'est Minnesota, oui, Minnesota. Mais on était chanceux, mais j'aime pas de prendre la chance comme ça. Moi, j'aime mieux d'aller à travers de moi-même, puis on cherche à peu près les mêmes montants à les compagnies, ce qu'on les connaît. Mais j'ai reçu un téléphone cette semaine d'un gars de Vancouver. Et puis, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'il nous achète toutes les 2 semaines pour acheter du bio. Mais on ne se fie pas à ça. On ne peut pas prendre la chance d'attendre pour 1 mois de temps pour se faire payer. OK. J'aimerais qualifier comme nous, selon la culture, il y a différents marchés. Alors, la majorité de mon avoine, elle est criblée ici, elle est préparée, transformée au Canada, mais par la suite, elle est exportée au Mexique. Elle est aussi exportée en Asie. Mais il y a très peu de mon avoine qui est consommée ici au Canada. Mon blé, c'est la même chose. Le blé est exporté au Japon, le blé est exporté aux États-Unis, ou bien encore plus loin, en Arabie Saoudite. Mais il y a très peu de mon blé qui est consommé ici au Canada. Par contre, mon lin, il y a une partie qui est consommée ici au Canada et l'autre partie est exportée vers la Chine. Mon soja est exporté vers les États-Unis et puis ça laisse mon canola. Mon canola, lui, il est transformé ici au Canada et l'huile de canola va être exportée normalement aux États-Unis, mais parfois ailleurs aussi. Et puis la moulue de canola, la moulue, elle, va être exportée en Californie pour alimenter les vaches à lait. Alors, ça donne un peu une idée d'où sont nos marchés. Et c'est la raison pour laquelle je mentionne surtout le fameux 8 milliards d'humains au monde. Là. Ceux qui ont faim, ben, c'est eux que moi je nourris. À un prix au plus bas prix possible, vraiment. Oui. Oui, c'est pour nourrir les gens qui ont faim. Non, super. Mais quand même, Martin, tu vends ça à les compagnies d'ici. Tu ne vends pas à les autres pays. C'est ton grain que tu vends dans les compagnies d'ici, c'est les autres qui finissent. Les deux, Joe. Ça dépend. Comme j'ai déjà vendu du lin directement à des compagnies chinoises que je remplissais un wagon de train, je l'envoyais à Vancouver. Il était transvidé dans des conteneurs, des conteneurs sur la mer, là, puis il les envoyait directement en Chine. Alors, ça dépend de où ça. J'ai déjà rempli des wagons de train d'avoine, puis je les ai envoyés directement à Quaker, à Cedar Rapids, en Iowa. Puis encore là, c'était exporté direct. J'ai fait la même chose avec du blé d'ailleurs. Mais la majorité du temps, Joe a raison, c'est soit des courtiers, des brokers ici au Canada ou des compagnies de transformation ici au Canada qui vont acheter ma production, qui vont être transformées et ensuite exportées à l'extérieur du Canada par la suite. OK, super. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Michel. Puis par rapport à Martin, peut-être que Joe peut répondre aussi. OK. Une fois, j'essaie de comprendre la ligne qui se passe. Supposons que, je ne sais pas moi, la France a besoin de blé. Et toi, tu as produit du blé. C'est quoi les étapes? Est-ce que tu vends toi-même à la France ou si tu vas aller, par exemple, vendre je ne sais pas moi, à Richardson? Ou, c'est quoi les étapes? C'est une bonne question. Et puis, j'aime beaucoup de savoir que les gens veulent voir d'un bout à l'autre. Parce que puis on n'arrête pas de nous le dire. Les agriculteurs, les consommateurs veulent savoir d'où viennent leur production, leurs produits, leurs aliments. D'où ça vient ces aliments-là? Alors, la question est valide. La réponse est la France n'achètera jamais du blé canadien parce qu'ils en produisent même plus que nous. Mais on change le pays, on met l'Égypte, d'accord? Au lieu, l'Égypte ne va pas venir voir M. Poirier, M. Prince, M. Blais, M. Jean-Charles. La France, l'Égypte, dans ce cas-ci, va émettre une offre au niveau mondial. Ils vont dire, nous aimerions acheter 95 000 tonnes, donc un Panamax, un grand vaisseau sur mer, là. On aimerait acheter 95 000 tonnes de blé. La source, ça n'a pas de différence. La qualité, les critères sont celles-ci.
On veut que le blé doit avoir une qualité X, un taux d'humidité Y, un pourcentage de protéines Z, et puis ils vont dire, on veut recevoir vos offres. Alors, nous, on veut acheter. Envoyez-nous. Alors, là, il y a une compagnie en France, monsieur et madame, je ne vais pas faire attention avec les noms de famille, mais il y a des grandes compagnies, des grandes coopératives aussi d'ailleurs en France ils vont dire, on vous en offre à 400 $ la tonne. La Russie va arriver, on vous en offre à 340 $ la tonne. Les États-Unis qui arrivent, on vous en offre à 390 $ la tonne. Le Canada arrive, et quand je dis le Canada, là, ça va être Viterra, il va y avoir Cargill, il va y avoir James Richardson International, il va y avoir Bunge, il va y avoir Louis Dreyfus, qui est une compagnie française d'ailleurs. Donc, il va y avoir différentes compagnies qui vont acheter du blé canadien 95 000 tonnes. Moi, en tant qu'agriculteur, je ne peux pas remplir ce vaisseau-là. Je peux en remplir un 20e, même pas. Alors, et puis c'est là, ils vont dire, OK, voici ce qu'on peut vous offrir, ce qu'on aimerait recevoir comme paiement. Puis là, les Égyptiens, ils vont dire, OK, en Égypte, l'acheteur, c'est un organisme gouvernemental. D'accord? Il y a un acheteur pour toute l'Égypte, gouvernemental. Alors, il a un monopole d'achat. Et puis, c'est un des plus gros acheteurs au niveau mondial de blé parce qu'ils doivent nourrir leur peuple et ils veulent contrôler les prix intérieurs du pain. Alors, ils vont acheter, mais ensuite, ils vont subventionner la farine, le prix de la farine aux boulangeries, puis les boulangeries, par la suite, subventionnent la population égyptienne pour qu'il n'y ait pas à payer trop cher. Ça ne se passe pas partout comme ça. Mais en tout cas, au Japon, oui. Mais juste pour dire, c'est comme ça qu'on va attribuer du grain d'une place à l'autre. Puis, disons qu'on voulait envoyer du blé, je ne sais pas moi, disons que c'était au Niger, où on voulait envoyer du blé en Arabie Saoudite. Là, ce sont des entreprises privées. Ce n'est pas le gouvernement, c'est une entreprise privée qui va faire la même chose. Ils vont dire, on va émettre un contrat de demande. On demande d'avoir tant de tonnes de blé de telle qualité et voici le prix qu'on est prêt à payer. Ou non, pas voici le prix. Voici, donnez-nous vos offres et puis on va choisir. Et puis parfois, ça va de semaine en semaine. Donc la semaine numéro, disons, 23, ils vont dire, on a reçu 12 offres, il n'y en a pas une qui a fait notre affaire, on les a tous rejetées. Semaine 24, on va recevoir seulement 8 offres. Ah, peut-être que la semaine prochaine, on va seulement recevoir 3 offres. Alors, peut-être cette semaine, on devrait se décider d'en choisir un de ces 8-là. S'ils le font, tant mieux, ils vont remplir leurs besoins. Mais là, dans la semaine 32, ils vont avoir un nouveau besoin parce qu'ils vont avoir écoulé déjà ils vont avoir consommé ce qu'ils avaient acheté dans la semaine 23. Alors là, ils vont dire, OK, là, il faut offrir encore. Et puis cette fois-ci, si les prix mondiaux ont augmenté, bien, devinez, il va falloir qu'ils finissent par payer plus ou moins le prix mondial à un moment donné. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, les contrats, ils sont faits souvent 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois d'avance. Parce que la livraison ne peut pas se faire dans une semaine. Non, okay. Alors, c'est la raison pour laquelle ça se fait de cette façon-là. L'ennui qu'on a eu dans le monde jusqu'en 2019, c'est que tout le monde mangeait ou achetait, ils appelaient ça just in time. Donc, ils entreposaient très peu de grains chez eux et puis, donc, ils achetaient juste ce dont ils avaient besoin à la dernière minute, Ça leur épargnait des taux d'intérêt, de payer de l'intérêt sur l'entreposage. L'ennui qu'il y a eu, bien sûr, c'est le fameux COVID-19. Là, tout a fermé, les marchés ont fermé, la livraison de produits a arrêté. Puis là, ils se sont trouvés, hey, nos entrepôts sont vides, il faut acheter. Tout le monde s'est mis à acheter en même temps. Qu'est-ce qui est arrivé au prix? Bien, évidemment, le prix a augmenté parce qu'il y avait besoin d'entreposer. Là, maintenant que le fameux COVID-19 est fini et que les marchés commencent, c'est pas fait encore, mais commencent à retrouver un équilibre, les acheteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises privées, se sont dit, on ne va pas se faire prendre une deuxième fois. Là. On va en garder un peu plus en magasiner. Oui. Et là, ils vont avoir une capacité de dire,
non, non, les prix sont trop élevés. On ne va pas acheter cette semaine-là, ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. On va attendre d'écouler un tout petit peu nos stocks. Puis la Chine est excellente à faire ça. La Chine est rusée, elle est très sage. Elle se dit, non, on ne va rien acheter. Quand les prix auront baissé à notre goût, là, on va acheter. Puis quand ils achètent, ils achètent en secret. Ils ne laissent pas savoir exactement combien ils achètent. Ils ne laissent pas savoir au USDA, ils ne laissent pas savoir au gouvernement du Canada, Statistique Canada et le reste. Ils le font. Puis là, tout d'un coup, les courtiers au niveau mondial se disent, ah, mais minute, où se passe tout ce grain-là, ce blé-là? Il disparaît. Il y en a moins en entrepôt au Canada, il y en a moins à vendre. En Australie, il y en a moins à vendre. En Argentine puis en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Ah, la Chine est rentrée dans le marché quand ils ont fait des bonnes affaires. Là, nous, on doit payer plus cher parce que là, eux aussi. Alors, c'est ce fameux jeu qui se fait tout le temps, pour trouver un équilibre dans le marché. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, il ne faut jamais oublier que le coût de production puis la rentabilité, il y a une marge très, très, très faible. Puis c'est ça l'ennui cette année, l'année qui s'en vient. On voit que les marges vont être un peu plus minces cette année. La probabilité de rentabiliser à grand profit est beaucoup plus mince. Alors, on va être beaucoup plus justicieux, on va justicieux dans nos décisions d'investissement. Parce que si on investit mal, on va finir avec un déficit en fin d'année. C'est ce qu'on veut éviter. Et c'est la raison pour laquelle je dis, selon la récolte, selon le moment, si on ne fait pas une bonne affaire, si on n'amène pas juste le bon montant au bon moment, on peut s'effondrer dans une situation déficitaire qui nous embête pendant plusieurs années. Parce que la question au début que Christelle nous avait posée, c'est comment vous choisissez d'une année à l'autre combien d'argent investir? Mais ça dépend de l'année précédente. Si on a fait une bonne année l'année d'avant, on va investir un peu plus. Si on a fait une mauvaise année l'année d'avant, on n'a pas les moyens d'investir plus. Alors, c'est là on va déterminer combien ça. Puis, souvent, je dis aux gens qui ne connaissent pas l'agriculture, je leur dis, bien, vous avez sans doute à quelque part un compte d'épargne. Puis, il est peut-être très petit, il est peut-être très grand, mais vous avez un compte d'épargne. Nous, notre compte d'épargne, on la remet dans le sol à chaque année, puis on espère qu'en bout de ligne, notre compte d'épargne, on peut le revoir après la moisson pour voir s'il a augmenté ou si c'est maintenu ou si on en a perdu. Mais c'est vraiment ça qu'on fait. Parce que chaque année, on réinvestit les profits des années précédentes en tentant d'aller en chercher un peu. Ben, il y a des gens qui disent que c'est vraiment mettre l'argent sur la table de roulette là, à Las Vegas, puis en espérant qu'on ait un bon retour sur l'investissement, mais c'est vraiment un grand risque. Il y a une certaine vérité à ça, mais c'est une grande exagération aussi. Mais c'est vrai, comme Joe pourrait le dire, il y a eu des années sûrement où il y a eu des mauvaises années, il y a eu moins de possibilités d'investir l'année suivante, et d'autres années où il a fait des bonnes affaires, puis il s'est dit, ben là, je peux améliorer soit mon parc de machines, ou je peux embaucher un peu de monde, ou je peux renouveler la génétique, c'est-à-dire les semences qu'on choisit. On peut investir là. Il y a différents moyens d'y arriver, mais c'est certain qu'il faut réinvestir à un moment donné. Merci encore, Michel, pour la question. Alors, je me demande, après tout ce travail, c'est-à-dire quand vous avez déjà fait des études, Prince, toi particulièrement, qui fait dans une agriculture à vraiment grande échelle, je me demande, comment vous faites pour vous assurer? Parce que aujourd'hui, tu travailles, tu as encore la force, la vigueur qu'il faut, mais demain, ce ne sera pas ça. Alors, comment vous vous assurez de transmettre ce patrimoine-là à la génération future? Comment vous préparez la relève? Vas-y, Joe. Oui, Joe? Bien, comme cela, ça arrive pour moi quand même. Mais j'ai déjà 2 gars là, qui font je pensais qu'ils iraient conventionnel puis tout ça. Puis là, ils trouvent qu'on fait assez bien. On ne se lamente pas bien, bien. Et puis, tant que les prix qu'on peut venir à bout, mais tu prends ce printemps ici, les dépenses là, qui ont toutes monté, les repairs, le gaz, le diesel, tout,
tout a monté cette année. Puis tu le vois. Puis l'engrais, ben, vu que j'en mets pas gros, je ne suis pas certain comment ça fonctionne, là, Martin peut le dire. Mais anyway, je trouve qu'il faut faire attention. On ne peut pas jouer au yo-yo tout le temps parce que tu finis l'année, parce que les années, c'est pour ça qu'on a des assurances aussi. Parce que si tu arrives une année qui est sec comme l'année d'avant, là, en 21, ben là, tu as de la misère à rencontrer les bouts. Parce qu'on a toutes des dépenses. D'une manière ou d'une autre, on a des dépenses quand même qu'on met beaucoup d'heures dedans. Et puis, c'est pareil pour acheter des machines tout le temps neuves. Nous autres, on ne le fait pas. On achète tout le temps quelque chose de bon, mais deuxième main. Alors, on sauve beaucoup de cette manière-là aussi. Mais non, je vois exactement ce que Martin va à travers parce que je sais un peu, on a déjà été à des réunions ensemble, puis je vois, tu es jeune encore, puis j'espère que tu continues de cette manière-là. Et moi, j'ai des jeunes ici qui ont vu les résultats qu'on a eus et puis sont contents. Même que, juste pour vous dire, la manière de bio, vu que c'est fini, même j'en finis à Regina. Puis là, le monsieur qui a ramassé un Super B, là, il arrive, puis là, ben, j'ai un garçon qui travaille avec SAS Power, Sastel. Ben, il a été là, ben, il ramasse notre avoine, il était tout passé, là, tout du gruau. J'ai mangé de mon avoine ici. Comment souvent que tu parles à des fermiers qu'ils ne touchent pas ça jamais parce que ça s'en va à des grosses compagnies. Mais on a mangé de notre avoine qu'on a produit ici. Puis là, on a des enfants qui sont, il faut que c'est gluten-free. Alors là, on produit de l'avoine vraiment gluten. Puis on fait attention qu'il n'y a pas de blé dedans, pas de sec, pas d'orge. Et ils ne veulent pas du tout de ça. Alors, on ne peut pas assumer n'importe quoi. Alors, il faut faire attention à comment est-ce qu'on fait l'affaire. Joe, par rapport à tes enfants, est-ce que tes enfants qui ont été élevés dans un milieu, un environnement agricole, est-ce qu'ils ont été directement dans ce milieu-là ou ils ont fait tout un autre cheminement avant d'aller... Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai commencé, ça fait 15 ans, 20 ans. Et puis avant ça, on était dans le grain enregistré. Et puis, on trouvait qu'il y avait trop de, comment on appelle ça, red tape, là, tu sais. Alors là, j'ai commencé à regarder dans le bio. Et puis, on a été bien, bien contents de ce que on a moins d'ouvrages, mais on travaille pas mal moins. Mais les autres sont en conventionnel avant aussi. Et puis là, ils ont tout transféré bio à cause du marché, mais on ne vend pas des millions de minots, mais quand même, on vend de 50 à 75 000 minots d'avoine par année. Alors, c'est encore pas si pire que ça. Et puis, on n'a jamais fait si bien sur notre ferme. Mais Joe, ce que je voulais savoir, est-ce que tes enfants, après qui ont étudié, après leurs études, est-ce qu'ils sont décidés de prendre la relève agricole chez vous ou s'ils ont ils ont fait d'autres choses avant ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Oh oui, il y en a un qui était un mécanique qui avait été, je ne me rappelle plus, c'était à Saskatoon pour comment longtemps. Ils ont travaillé dans des garages, à des places mécaniques. Et puis l'autre, ben, il est rentré, il a eu son Journeyman Electrician pour Saskatchewan Power. Et puis ça, c'est ses premiers ouvrages. Et puis là, ben là, il venait de temps en temps ici. Puis là, ben, moi, ils viennent ici, ben, ils ont de l'ouvrage. Ils ne restent pas assis debout dans un coin. Alors, puis là, ils ont vu les récoltes, les résultats. Tu sais, on a frappé de l'avoine chaude, on ne frappe pas du 150 minots à l'heure, mais on fait du 100 minots à l'heure. Et puis, mais les dépenses qu'on met dedans, il n'y a pas de comparaison. On l'a fait au conventionnel avant, tu sais, puis l'engrais tant qu'on peut en mettre, puis on travaillait jusqu'à 7000 heures. Et puis, on voyait que ça dépend, mais on est toujours dans les assurances parce que tu as tout le temps des surprises. On s'est fait grêler 7 fois hors de 10 ans.
Alors, tu peux voir, mais cette année, on n'a pas eu. Puis l'année d'avant, ben, c'était assez sec. On aurait aimé ça avoir eu des grêlons un peu. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est jamais pareil. On était, quand on avait les 6 garçons sur la ferme, on travaillait, on gardait 400-500 vaches. Juste pour les tenir occupés. Alors, un coup qui était assez vieux, s'ils voulaient aller à l'université, on ne les empêchait pas. Qui est à l'université? Puis, tu sais, ils enseignent, on a dans GRC, on a, puis les filles, ben les autres, c'est la même chose. On a 3 filles et on a 24 petits-enfants, là. Alors, on regarde qu'est-ce qui arrive avec les autres. C'est bien différent. Ils vont essayer d'apprendre une job, mettons, ils vont faire l'enseignement, puis ils vont rester là, puis ils regardent quand est-ce qu'ils vont se retirer. Mais nous autres, on n'a pas regardé ça, cette fait de retirage-là. On travaillait. Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est bien différent. On était comme ça avec mes parents, alors on a continué. Mais ça, non, j'encourage. Je connais bien Martin, là, puis il fait un job superbe. Et puis la seule affaire aussi, il ne faut pas vous oublier, les terres, c'est plus achetable. Alors, peux-tu acheter des terres? T'sais, on va aider à nos enfants, nous autres, on a aidé déjà. Et puis, là, les terres à l'entour d'ici, j'en ai vendu un de mes gars l'année passée. Et puis là, ben, je vais me couper de 2 quarts cette année. Puis les 2 gars, ils ont pris chacun un quart. Et puis, on va voir ce qui va arriver. Mais il faut qu'on arrête une fois ou l'autre. Mais j'aime ce que je fais. Puis j'aime ça de voir les gars qui sont encouragés avec ce qu'ils font. Alors, je continue de cette manière-là. Toi, Martin, tu as des jeunes, ben, tes enfants doivent commencer à être moins jeunes, là, mais est-ce qu'il y aurait de la relève de ton côté? C'est une bonne question. Alors, j'aimerais commencer en disant que moi-même, je n'étais pas censé être agriculteur dans ma famille. Wow. Je suis le seul qui est allé à l'université. J'ai un bac en sciences politiques et en histoire. J'ai un bac en sciences en gestion des affaires agricoles et agroalimentaires. Mais je n'étais pas censé être l'agriculteur en fin de compte. Mais en voyant que ni mes 2 frères ni mes 2 sœurs voulaient partir en agriculture et d'aider mes parents, mon père m'a finalement pris au téléphone et m'a dit, Martin, moi, j'étais rendu au Venezuela là, à ce moment-là. Il m'a dit, Martin, il faut que tu reviennes à la ferme. J'ai besoin d'aide. Et puis, je sais que tu es capable, alors viens. Et puis, j'y ai pris goût. C'est ça la plus belle chose, c'est j'ai vraiment tombé dans une carrière qui finit par être tellement le fun. J'en mange, j'aime tellement ça. Puis oui, je mange de ma production. Je fais de ma propre farine, de mon blé, je mange de mon lin. Oui, on fait ça, mais en tout cas, c'est pas ça l'important. Les enfants. Ma plus jeune, elle a 11 ans. J'ai un fils qui a bientôt 14 ans. J'ai une fille qui a 17 ans, puis j'ai un fils qui a 19 ans. Mon fils qui a 19 ans, il a fait comme moi, et mon épouse d'ailleurs. Il est à l'Université d'Ottawa. Il est page à la Chambre des communes cette année. Il est parti vivre une vie urbaine, et puis juste pour voir ce que c'est de vivre dans la ville. Je l'encourage. L'an prochain, mes 2 enfants, lui, il va être à l'Université d'Alberta, à la faculté Saint-Jean. Les 2 vont être à la faculté Saint-Jean l'automne prochain. Et puis, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut pour eux, c'est de pouvoir découvrir le monde, aller visiter, travailler ailleurs, avoir des expériences, ne pas se sentir obligé, lié les mains, de revenir à la ferme à un moment donné, parce que sinon, c'est une corvée, c'est emprisonner un enfant. Parce que lorsqu'on décide de s'investir à la ferme, c'est presque une décision non réversible. Il est très, très, très difficile de dire, après 2 ans, non, j'en veux pas de ça, ça ne marche pas pour moi, je vais aller faire autre chose. C'est faisable, mais à grand, normalement. Alors, moi, quand j'ai décidé, mon épouse et moi, lorsqu'on a décidé de s'investir et de travailler à la ferme, on savait que c'était un chemin à longue haleine qu'on allait prendre. Cela étant dit, Joe, je ne veux pas savoir ton âge, mais la génération actuelle, c'est-à-dire la mienne, ne travaillera pas jusqu'à un âge avancé. On va probablement prendre nos retraites un peu plus jeunes. Et puis, je ne dis pas ça parce qu'on est lâche ou qu'on ne veut pas travailler, mais c'est parce qu'on a vu ce que nos parents et nos grands-parents ont fait, puis on se dit souvent,
on aimerait faire quelque chose de différent pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vais vouloir, moi, être actif en agriculture, mais est-ce que c'est moi qui va tout gérer tout le temps? Non, probablement pas. Et ça, on va voir chez mes enfants. Moi, je leur donne la décision, moi, je ne l'ai pas prise avant d'avoir 25, 27 ans. Alors, je ne l'obligerai pas chez mes enfants de prendre cette décision-là avant qu'ils ont 24, 25, 26 ans. J'aimerais évidemment qu'ils nous indiquent, lorsqu'ils ont 19, 20 ou 21 ans, qu'ils ont un intérêt. Parce que pendant cette période-là, après qu'on nous démontre un intérêt, ça va nous encourager d'améliorer ce qu'on a à leur offrir lorsqu'ils vont s'y introduire. Mais si on a 4 enfants, s'il n'y en a pas un des 4 qui s'y intéresse, mais là, on va se dire, pourquoi prendre des risques d'investiture de fonds capitaux dans la ferme si on finit par ne pas avoir une relève qui est assurée? Ça ne sert à rien. On va juste continuer à faire ce qu'on fait, puis mieux dormir tôt le matin, là, quand on se réveille aux petites heures en ayant toutes ces inquiétudes de est-ce qu'on a bien investi, est-ce qu'on a fait une bonne affaire, si ce n'est pas le cas, ben on ne se dérangera pas avec ces pensées-là. Alors, moi, j'ai encore un 10-12 ans, encore avant de savoir si la plus jeune serait prête à s'investir à la ferme. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. Si c'est le cas, ben on va tout faire pour leur partager. Parce que puis je le partage à chaque année. Il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement pendant une saison qu'on partage toutes nos connaissances, mais c'est impossible. Alors, ce qu'on fait, c'est d'année en année, on partage nos réussites, comment est-ce qu'on a trouvé ces réussites-là, puis on partage nos défaites. Et pourquoi ça a été une défaite? Quelles sont les décisions qui ont mené à cette défaite-là? Des fois, ça n'a rien à faire avec nos décisions, mais parfois, oui. Puis c'est bien de partager ça parce que ça va faire partie de leur connaissance, leur souvenir. Ils vont dire, moi, je me souviens que mon père m'avait dit, il ne faut pas faire ça parce que ça a mal tourné. OK, bien, je l'ai déjà entendu, moi. Puis je suis certain que Joe l'a déjà entendu lui aussi. Puis parfois, on peut même arriver avec des nouvelles façons de faire qui vont défaire ces choses-là, puis d'autres fois, non. Je suis certain que Joe a déjà entendu parler de machines avec des aimants, que tu passes ton grain à travers au printemps, puis des lumières spéciales, des ordinateurs, je ne sais pas quoi, qui va tout faire germer à 100%, puis ça va faire une récolte fantastique. Mais on sait que ça ne marche pas, ces affaires-là. On l'a essayé dans les années 50 et 60. On me l'a dit. Je n'étais pas là, heureusement, mais on me l'a dit. Et puis, aujourd'hui, encore, parfois, il y a des fameux des vendeurs, on appelle ça des snake oil sellers, là, des vendeurs qui arrivent avec des produits miraculeux. Essayez ça, là, ça va tout régler vos problèmes. Vous allez voir, ça va. Ah non, franchement, là, moi, j'y vais un tout petit peu, avec un tout petit peu d'amélioration d'année en année. Là, je suis certain d'avoir une amélioration graduelle. Mais des produits surprises, c'est 100% garanti qu'on va réussir telle et telle chose. Non, non, ça ne marche pas comme ça chez nous. Non, ça c'est vrai, Martin. C'est quelque chose avec la vie, hein, on s'habille. Puis là, il faut que tu penses à ta santé aussi. Moi, mon père me l'a dit des fois, puis des fois, si tu n'as pas de santé, là, fais attention à toi, tu ne vas pas faire grand-chose. Alors, on met tout ça dans la main du bon Dieu, puis ça fonctionne 100% présent. Alors, on va continuer encore tant que mon épouse, elle veut, je le fais nous autres mains, puis on s'entraide. Mais on a chacun nos machines, et puis là, on s'entraide pour les combinages, puis si on a besoin de l'aide au printemps pour les semences, bien, on s'entraide. Alors, non, c'est intéressant. Moi, mais je n'ai pas forcé personne de rester ici. Mais tout à l'heure, je t'ai suivi, Joe parlait des assurances récoltes. Est-ce que à quoi est-ce que ça renvoie quand tu parles d'assurance récolte? Il s'agit de quoi en fait? Tu peux assurer que, mettons, la grille, là, OK? Là, tu peux assurer ça 100 pièces de lac ou 200 pièces de lac ou qu'est-ce que tu veux. Et puis, si tu as une grille, mettons, comme on a eu 7 ans hors de 10 avec un pourcentage. Puis, c'est pas, vu que nos terres sont éparpillées un peu, bien des fois,
c'est un carreau qui fait frapper 100%. Mais là, tu fais payer 100% pour ce carreau-là, juste en tout cas, parce qu'on ne peut pas, dans ce coin-ci, il nous faut de l'assurance. Pareil, l'assurance de récolte. Ils garantissent, mettons, ils prennent la moyenne de tes récoltes que tu as des années, là, puis mettons que tu es garanti 70-80 millions à l'heure. Bien, si ça descend en bas de ça, bien là, tu te fais payer pour les minnows qui manquent. Alors, au moins, tu peux continuer. Tu peux avoir en avant, tu sais à l'automne, si tu n'as pas une récolte, tu sais que tu vaux cet argent-là. Alors, ça peut couvrir tes dépenses que tu as, parce qu'il y a toujours des dépenses. Et des fois, ben, tu brises un pneu sur le gros tracteur, ben, c'est 2-3 000 pièces. Alors, il faut être en réserve. Hein? C'est pas... Il faut que tu tiennes la bonne femme contente aussi. Ça coûte de l'argent. Tout à fait. Oui, Martin, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Oui, je voulais ajouter que, juste pour qualifier, alors l'assurance de grêle, elle est un carreau par carreau ou un champ par champ. Oui. Alors, ça, c'est plus facile à concevoir ou à comprendre que l'assurance récolte. L'assurance récolte est différente parce que l'assurance récolte, elle, c'est par culture. Alors, si j'ensème des pois, et Joe a raison, il y a 60%, 70%, 80%, mais la moyenne qu'ils vont aller chercher, c'est ils vont prendre les 5 dernières années, ils vont enlever la plus haute, ils vont enlever la plus pauvre, et puis ils vont prendre la moyenne des 3 derniers. Et puis ensuite, sur ces ans-là, sur cette moyenne-là, ils vont dire, bon, votre moyenne pour votre ferme à vous, c'est, disons, 45 minnows à l'acre. Alors, si on est assuré à 80%, si on ne réussit pas, je pense c'est quoi, 36,7 minnows à l'acre, là, ils vont nous ramener jusqu'à ce 80%-là. Ils ne vont jamais nous ramener jusqu'à 100%, au 45%. Non. Mais ils vont payer la différence entre notre réel, ce qui est peut-être 27, jusqu'au 36. Alors, ils vont nous payer ça. Mais la prime qu'on paye, évidemment, la prime est plus élevée pour une couverture à 80% qu'une couverture à 60%. C'est certain. Il y a une différence en prix de prime. Cela étant dit, nous, on a pris malheureusement la ferme en 2002, la sécheresse de 2002, on n'avait pas d'assurance récolte. Et puis, ça a été très endommageant pour la ferme. Alors, depuis ce temps-là, on la prend, l'assurance récolte, et en 2021, lorsque ça a été très sec, ça nous a dépanné. Mais vraiment, on n'a jamais fait en anglais, on dit un claim, on n'a jamais fait une demande d'assurance jusque de 2003 jusqu'à 2021. On n'a pas demandé, on payait à chaque année nos primes, puis on n'a jamais demandé de l'argent de retour, parce qu'on avait la récolte. En 2021, par contre, ça a été sec, on n'a pas eu la récolte, et puis les paiements qu'on nous a remis en 2021, en fin de compte, on payait les primes de 2003 jusqu'à 2020. On payait toutes ces primes-là d'un coup. On a eu l'argent qu'on a investi depuis 2003. Yeah. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est simple, en 2022, on va la reprendre encore une fois parce que qui sait, dans 10, 12 ou 15 ans, ça va arriver encore qu'on va avoir une faillite. Et puis, c'est l'assurance récolte qui va venir nous permettre de réinvestir l'année d'après. D'accord. Parce que je ne trouve pas qu'on peut prendre la chance maintenant. Tout est si cher qu'on ne peut pas prendre la chance de ne pas avoir un garantie. Une assurance, OK. Yeah. Ça, c'est super. En termes de coût, je me demande quelle sorte d'impact. Actuellement, on parle d'un virage au niveau de l'énergie, de quitter les énergies fossiles puis s'en aller sur d'autres types d'énergie. On parle beaucoup d'électrification, de choses comme ça. Est-ce que ça commence vous commencez à sentir ça, cet effet-là? Ou si vous prévoyez revenir ça? Seulement dans les véhicules. Sur le marché en ce moment, on ne peut pas acheter de matériel agricole électrique seulement. Ça n'est pas disponible pour nous encore. Aux universités, dans les manufactures, ils font des recherches dans le moment. Ils font aussi des recherches avec le méthane. Ils font aussi de la recherche avec l'hydrogène. Ils font aussi de la... C'est pas juste l'électrique. Ils sont après faire des essais. L'ennui qu'ils ont, c'est qu'en agriculture, on a des besoins très spécifiques, puis souvent, c'est pendant des périodes, des moments très, très, très clés,
les heures que je vais mettre. Mon tracteur, là, je ne m'en sers pas pendant l'hiver, évidemment, les 6 mois d'hiver. Au printemps, pendant 3 semaines, je vais m'en servir de 14 à 18 heures par jour. Puis ensuite, on ne va pas s'en servir encore pour jusqu'à la fin septembre. Ben non, c'est pas vrai. Quand j'ensemence mon blé d'hiver, évidemment, je vais m'en servir. Mais encore une fois, c'est rien, puis ensuite, c'est tout. Alors, il faut trouver une énergie qui est capable de répondre à ces besoins-là. Et puis, c'est là l'ennui. Ma moissonneuse, l'automne, je commence à m'en servir pour mon blé d'hiver à la mi-août, puis je finis de m'en servir après mon soja à la mi-octobre. Mais chaque jour, si Mère Nature nous le permet, on va travailler pendant 14-16 heures, puis si Mère Nature dit non, vous en avez seulement 8 heures aujourd'hui, d'accord. Mais s'il fallait que je branche pour alimenter la batterie dans ma moissonneuse à toutes les 2, 4 ou 6 heures, ça ne marcherait pas. Je ne réussirais pas à récolter ce dont j'ai besoin. Ça, il faudrait que j'en achète une deuxième, non, une troisième, une quatrième ou une cinquième à des prix faramineux. Ce n'est pas rentable. Et c'est là l'ennui. Le substitut qui nous est proposé dans le moment n'existe pas. Et lorsqu'il va venir sur le marché dans les prochaines années, il va coûter tellement cher que ça ne sera pas accessible à monsieur et madame n'importe qui. Et puis, c'est un peu comme les Tesla, puis les Polestar, puis tous les gros véhicules électriques qu'on vous offre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en mesure de les acheter? La même chose. Je pensais véhicules, mais je pensais aussi, par exemple, au niveau des édifices, au niveau des choses, est-ce que le solaire, l'éolien, c'est des éléments qui entrent en jeu? J'ai des panneaux solaires, je vous les montrerai, ils sont sur ma shop là, dans le moment. J'ai des panneaux solaires ici depuis 2017. Alors, ils produisent à peu près 2/3 de notre consommation annuelle, parfois jusqu'à 3/4 si on ne se sert pas trop des éventails l'automne. Les éventails là, pour les greniers pour sécher ou bien entreposer nos grains. Mais est-ce qu'on est prêt à en mettre plus? Oui. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'on peut pour l'environnement? Absolument. On serait fou. On veut faire ce qu'il y a de mieux pour notre environnement. On a un véhicule hybride, on est prêt à remplacer un autre avec un autre véhicule hybride. Pourquoi? Parce que nous aussi, on veut diminuer notre impact sur l'environnement. On sèche notre linge, ça accorde dans le linge l'hiver, on ne le fait pas. Non, l'été, je veux dire, on ne le fait pas l'hiver. Mais j'ai dit, c'est toujours des petits moyens, des petites mesures. Moi, quand je sème mon grain, je le sème entre les sillons de chaume de l'année précédente. Pourquoi? Mais parce que ça crée un petit microclimat ici où la nouvelle pousse est protégée par le chaume d'abord, mais aussi ça consomme moins de diesel. Mon tracteur qui passe là, imaginez s'il fallait déraciner chaque rang en passant dans la direction inverse, ça tire plus fort le tracteur. Il travaille à peu près 6 à 8% plus fort quand il s'en va dans l'autre direction. Mais on n'en parle pas de ça. C'est une réalité. Prenez une binette ou une bêche dans votre jardin puis tirez-la dans le sol. Quand vous rencontrez des racines de mauvaises herbes ou des racines de framboisier ou des racines d'autres choses, c'est pas mal plus dur à tirer que ça l'est quand la terre est déjà meuble ou bien quand il n'y a pas de racines là. Alors, c'est le même principe quand ma machine rentre dans le sol, il passe une seule fois, puis il passe là où il y a le moins de résistance pour minimiser les coûts d'énergie. Dans notre cas, c'est le diesel. Et puis, on fait ça pour réduire nos coûts, mais ça réduit aussi l'effet sur l'environnement. Et puis, souvent, les agriculteurs, on nous offre jamais un merci de bien faire pour l'environnement. On nous dit plutôt, oh, vous faites ce qui n'est pas bien. On nous accuse d'avoir des effets néfastes pour l'environnement, bien que ma ferme, même si elle est dite conventionnelle, nous sommes quand même on emmagasine plus de carbone qu'on se sert. On finit par emmagasiner plus de carbone. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas assez. Le gouvernement, il ne réalise pas ça. Et puis, on nous pénalise. On nous a offert 2 bénéfices. Un bénéfice, ils ne nous chargent pas la taxe carbone sur le diesel, puis ils nous chargent maintenant, depuis un mois, ils ne vont pas nous charger de taxe carbone sur le gaz naturel ou le propane si on sèche du grain l'automne ou pour chauffer les
les étables, et puis les poulaillers, et puis les porcheries. Mais sinon, pour le reste, on paye la taxe comme tout le monde sur tous les autres aliments. Et puis, on nous dit, oh, ben, on va vous le remettre, lorsque vous faites vos impôts. Oui, ben, si ma ferme elle paye 13 à 15 000 en taxe de carbone, puis on me remet 700 ou 725 ça ne se compare pas. Alors, il faut faire attention avec les policiers, ils vont toujours vouloir vendre leur banane, leur pain à dire telle et telle chose, mais il manque un contexte. Et puis, je trouve que lorsque la population en général frappe à la porte ou prend le téléphone pour parler à un fermier, le fermier souvent va pouvoir dire, je vais vous donner un contexte, je vais vous donner comment on prend des décisions, pourquoi on prend ces décisions-là, et puis on va vous dire, oui, à chaque décision, il y a un avantage, mais il y a un désavantage aussi, puis il faut faire le balance entre les deux. Puis Joe, il fait la même chose que moi. Chaque fois qu'il prend une décision, c'est la même chose. Il va évaluer, dire, quel est le retour sur cet investissement-là? Ou bien, est-ce que ça vaut la peine de passer à cette décision-là? Oui ou non? Des fois, on connaît le résultat, des fois, on ne le connaît pas. Puis c'est simplement une devinette qu'on prend. Mais la majorité du temps, on se fie sur nos connaissances, sur notre vécu, sur ce que nos voisins ont essayé, s'ils ont réussi, oui ou non. On va interagir avec d'autres, on va poser des questions, on va se fier parfois sur la recherche scientifique pour vraiment mieux faire. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à prendre ces décisions-là. Oh, ça c'est Ouais, super, c'est c'est vraiment magnifique. intéressant. Yeah. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clément? Ben, Oui. j'ai juste une question pour Martin. Tu n'as jamais assis puis considéré pour les herbicides puis les pesticides puis tout ça, là? Parce que nous autres, ben, j'ai lu pas mal pendant l'hiver, là. Puis ils sont plus capables de trouver un lac d'eau dans la Saskatchewan qui n'y a pas de pesticides dedans. Puis moi, j'ai perdu un frère, ça fait 18 ans. Il travaillait à peu près 20 000 lacs avec 5 garçons, puis il arrosait tout. Et s'il y avait des bébites, c'était arrosé, pesticides, puis il en donnait. Et puis, moi, j'ai eu peur avec ça. Quand j'ai vu ça, je dis, s'il y a une manière autrement de faire la ferme sans arroser rien, puis c'est surprenant qu'est-ce qui arrive quand tu travailles avec la nature. On regardait nos pois, tu sais, ils commençaient à avoir ces petites acides-là, les puces, puis automatiquement, si ta terre est en santé, ton environnement qui est en santé, à peu près une semaine après, 2 semaines, il arrivait ces, comment tu les appelles, les petites bébites, les marguerites. Puis les autres, ils vivent là-dessus. Alors, on n'avait seulement pas besoin d'arroser. On n'a pas perdu. C'est bien que tu poses la question, Joe, parce que nous aussi, on observe ces choses-là. Et puis, les fameux insecticides, nous, on n'en a pas mis depuis, je pense, 2007. Et là, c'était au minimum. Et la raison est la suivante. Et c'est la même raison que toi. On a remarqué que l'été, dans nos canaux-là, lorsqu'il y a des fameux Bertha Armyworm, là, vous le connaissez, c'est des vers, des chenilles. Des vers de terre. Des chenilles, exactement. Des chenilles qui mangent la plante, qui mangent nos récoltes. Et puis, on a remarqué qu'à un moment donné, il y a un champignon, en anglais un fungus, qui affecte, pas la plante, qui affecte la chenille. La chenille monte la plante pour essayer de s'en débarrasser au soleil et finit par mourir en haut, loin en haut, dans la branche la plus élevée. Et ce qu'elle finit par faire, c'est elle partage ce champignon-là avec toutes les autres chenilles alentour d'elle. Et puis, donc, c'est une façon, la nature se contrôle ou se gère elle-même. Et puis, les fameuses aphides, j'en ai eu, on a parfois des petites bébites dans nos récoltes, mais Joe a raison. Pourquoi y aller avec un gros pulvérisateur méchant avec l'insecticide pour tuer toutes les bébites qui sont positives, c'est-à-dire celles qui vont tenter de régler le problème, manger les... Alors, nous, on pense beaucoup comme les agriculteurs bio, il y a d'autres moyens d'y arriver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, on nous dit des agriculteurs conventionnels, mais
la définition est trop large. Il y a moyen de faire un tout petit peu des deux. Puis moi, je me trouve un modéré, je suis entre les deux. Mon fameux pulvé qui passe dans le champ, là, la technologie est tellement fantastique. Maintenant, quand j'arrive au coin, à l'intérieur, ça diminue le montant que ça met, puis à l'extérieur, qui fait le gros tour, il en met il faut qu'il en mette un peu plus parce que l'arc veut que faut en rajouter. Lorsque j'arrive là où j'ai déjà arrosé, les buses, en anglais un nozzle, les buses s'arrêtent un après l'autre. Ils sont un à un maintenant. Alors, ça, c'est des choses positives. On peut y rajouter sur ma machine des caméras qui vont regarder sur le sol, et puis s'il y a un mauvais herbe là, il va l'arroser, mais s'il n'y a pas de mauvais herbe, il n'arrosera pas. Alors, c'est de la nouvelle technologie qui arrive pour dire, au lieu d'en mettre partout, le même montant partout, non, on va seulement en mettre là où il y en a besoin, pas plus. Et puis... Non, tu es avancé, Martin. Mais la majorité de d'autres, là, moi, j'ai un neveu c'est ça qui sème à peu près à 20 000 acres, puis je épouvantable. Moi, les cannes le glyphosate, là, on dirait que ça puis c'est pas bon. C'est juste mon point de vue, mais comme tu dis là, je vois ton plan, tu sauves bien des dépenses. Yeah. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné au début, on minimise le montant possible. D'essayer d'en mettre le moins possible et le moins souvent aussi. Parce que, évidemment, on ne veut pas gaspiller. Et puis, on sait que c'est meilleur pour l'environnement d'en mettre le moins possible. Le strict nécessaire. Tout à fait. Ouais. L'autre chose qu'on fait, c'est je vous ai dit que l'agronomie pour le sol est important. Nous, on fait le zero till, c'est-à-dire en semi-direct. On ne touche pas le sol après qu'il est ensemencé. Le couteau est 3 quarts de pouce de large, donc 2 cm de large, pas plus. Et puis, c'est à tous les 30 cm. Alors, il n'y a pas beaucoup en anglais, on dit soil disturbance. Il n'y a pas beaucoup de sol qui est déplacé lorsqu'on fait ça. Et c'est la façon qu'on emmagasine le carbone, justement. Parce que quand on cultive un champ, on relâche le carbone à l'atmosphère. Mais quand on fait le semi-direct et on ne travaille pas le sol, on ne le laboure pas, on emmagasine justement ce carbone-là. Et puis, c'est ce qui est meilleur pour le sol à long terme, d'après nous. Super. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous sommes rendus à presque 17 heures. On a largement dépassé notre temps d'échange. Je voudrais dire merci à Martin Prince, merci à Joe Poirier, merci pour ce beau partage, merci à Michel, merci Clément, Édouard. Et bon, je pense qu'on pourrait en apprendre davantage. Peut-être qu'ensemble, on échangera pour voir s'il y a des thèmes, d'autres thématiques qu'on peut aborder toujours dans le cadre de l'agriculture. Je vous contacterai plus tard pour ça et je vais pour le moment vous dire merci. Merci encore pour votre présentation et pour d'avoir accepté de participer à ce partage-ci-là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et portez-vous bien. Bien, merci. Là. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, Martin. Bye bye. Bye, Joe. Au revoir. Bonjour, Martin. Yeah. Au revoir.